intitulé Obésité, quel sport, quelle activité physique. Merci. Bien. On va installer l'USB. Bien, encore une fois, je remercie la Madiette et le comité d'organisation et toute l'assistance, diététiciens, nutritionnistes, nos collègues médecins universitaires. Alors, le jour où la Madiette m'a contacté pour que je fasse cette présentation, le thème qui m'a été donné, c'est quelle activité physique, quel sport pour l'obésité, quelque chose comme ça. Donc, vous allez le voir, la réponse au fait n'est pas si facile parce que quand on parle obésité, tout le monde le sait, c'est quelque chose de multifacette et on va essayer de cerner un peu le problème. Je peux dire technicien. Bien. Comme vous le savez toujours, je fais un fond noir, même malgré que je sois critiqué de temps en temps sur ce fond noir. Mais vous allez le retrouver encore cette fois avec moi. Alors, la question était obésité, quel sport, quelle activité physique. Moi, j'ai préféré rajouter quelle stratégie. Parce que vous allez le voir que l'obésité chez nous au Maroc, il a quand même eu sa part de recherche à travers un projet que nous avons réalisé et dans lequel l'obésité quand même a été déterminée, ses causes, etc. Et on va donc le voir en deuxième partie. Ceci dit, ma présentation se fera sous deux volets. Un premier volet sur l'activité physique, le sport, comment l'obésité aussi se développe brièvement. Et puis la deuxième partie de mon projet, qu'en est-il pour l'activité physique au Maroc. Voilà. Donc, comme introduction, je préfère un peu, comme ce qui a été fait ce matin, retourner un peu à 5 siècles avant Jésus-Christ. Démocrite le disait. Il disait que les hommes supplient les dieux pour avoir une bonne santé, alors qu'ils oublient qu'elle dépend d'eux. Voilà. Alors, puis après, on a qui ont parlé de la santé, la beauté, et la santé est la première après la richesse et la beauté, c'est Platon. Puis après, c'était Schopenhauer qui avait dit que les 9 dixièmes du bien-être et du bonheur, c'est la santé. Et la santé, bien sûr, c'est l'activité physique, on va le voir. Socrate avait dit aussi ce qu'il avait dit. Et puis, on a qui disent l'esprit sain dans un corps sain, c'est Homère. Et finalement, il fallait attendre les années 40 pour la venue des Nations Unies, l'installation des différentes organisations des Nations Unies, et dans lesquelles ont été déclarés les droits de l'homme pour une bonne santé, et donc l'accès à tous les niveaux. Et après, donc, c'est venu beaucoup de rapports traitant l'obésité, depuis la fameuse balance qui disait que les apports, quand ils dépassent les dépenses, on a une obésité. Par la suite, la mythologie grecque aussi a été reprise pour dire que l'obèse, c'est pas lui qui est responsable, mais c'est tout l'environnement qui est responsable. Et après, d'autres rapports sont venus pour parler de l'obésité, de l'activité physique, et aussi pour dire au fait que l'obésité, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on le croit, comme vous le voyez là, mais c'est un ensemble de choses, et c'est là où je vais mettre l'accent aujourd'hui. Alors, jusqu'à tout récemment, l'Organisation mondiale de la santé a fait et a édité des recommandations pour la santé, faisant bien sûr allusion à l'activité physique. Concernant le Maroc, le seul rapport à ma connaissance officielle dans lequel a travaillé le ministère de la Santé avec l'UNICEF, l'OMS et les autres organisations internationales, c'était ce rapport multicentrique que vous voyez là. Voilà, donc c'est un rapport enquête nationale à indicateurs multiples de la santé des jeunes, et dans lequel d'emblée je vous dis que presque 50% des jeunes marocains
ont déclaré ne pas connaître l'activité physique ou l'activité physique ou le sport. Mais on va un peu détailler. Regardez dans ce tableau, on peut voir sur la première colonne certaines caractéristiques sociodémographiques, l'âge, le milieu, niveau d'instruction, travail, etc., richesse ou pas, donc les quantités du bien-être. Et puis dans les lignes, vous pouvez voir l'activité physique ou de loisirs ou le sport, où est-ce qu'il est pratiqué au Maroc d'après ce même rapport, à la maison, au club privé ou dans la rue tout simplement, à l'école ou autre. Et la première chose qui va vous frapper, c'est que c'est dans la rue que se réalise l'activité physique des jeunes Marocains, et beaucoup plus dans le rural, beaucoup plus par les garçons, pas par les filles, beaucoup plus par bon ici il y a une certaine équité, mais beaucoup plus aussi par les jeunes, pas par les personnes âgées, les illettrés et les plus pauvres. Quand on veut voir les autres aspects, par exemple dans les clubs privés, c'est réservé aux urbains, aux plus riches, aux enseignements, les gens qui ont un niveau supérieur, d'enseignement supérieur. Et à l'école, regardez, seules les filles sont assidues. Les garçons, non. Donc, ils ne font pas d'activité physique à l'école, chose sur laquelle je vais revenir. Ceci dit, on peut s'intéresser aussi, dans ce que vous voyez là, ceux qui pratiquent un sport, mais selon leur niveau socio-économique, c'est les plus riches. C'est les plus éduqués, les plus élevés dans le rang évolué, c'est-à-dire de l'éducation, c'est les urbains et c'est toujours les garçons. La même chose pour une activité, un loisir, c'est un peu les mêmes tendances. Alors, est-ce que c'est la seule étude? Alors, il y a une autre étude que nous avons réalisée, comme vous voyez, entre Tunisiens, Français, Marocains, etc., et Anglais, et ça s'est déroulé en même temps en Tunisie et au Maroc. C'était le grand Rabat Salé et le grand Tunis, et dans laquelle il y avait beaucoup de partenaires, notamment le ministère de la Santé marocain, le ministère de l'Agriculture, l'université de Casablanca, professeur Louis est avec nous ici, qui a fait une grande partie de ce que je vais exposer tout à l'heure ensemble. Et donc la première, il y avait deux grands volets, le volet biologique, alimentaire, nutritionnel, etc. Et un autre volet qui s'intéresse aux décideurs et aux acteurs clés, si vous voulez, les personnes qui prennent des décisions. Alors, le niveau d'activité physique a fait partie aussi, c'était au fait pour avoir des résultats et pour établir des stratégies. Regardez l'activité physique, entre autres, parce que tout ça a été étudié dans ce projet en même temps au Maroc et en Tunisie. Le questionnaire, une grande section était réservée à l'activité physique adaptée au Maroc et en Tunisie, traduite, etc., et validée avant d'être mis pour le projet. Et puis, l'activité physique aussi dans d'autres contextes, notamment ses relations avec surpoids, obésité abdominale, et finalement le syndrome métabolique, diabète type 2, etc. Là, c'est un tableau aussi qui montre ce qui a été fait, anthropométrie, composition corporelle, prise de sang, infection, etc. Et puis finalement, concernant l'activité physique, il n'a pas touché toutes les tranches, là, le préscolaire, scolaire, mais il a touché dans les deux pays les femmes, surtout en âge de procréer. Alors, première publication qui a été faite par un collègue qui a eu un doctorat d'État, un doctorat national sur ce projet, et qui a mesuré l'activité physique, l'équivalent métabolique ici, sommet, plus 3 autres activités faibles quand c'est inférieur à 3, entre 3 et 6 modérées, et plus fortes quand ça dépasse 6 équivalents métaboliques. Il a ajusté par 9 autres, on va dire, variables sociodémographiques, et il a fait une étude vraiment très intéressante comme résultat qui frappe à l'œil, c'est que la dépense énergétique moyenne c'était 2215 kilocalories par jour, dans la majorité dû aux faibles activités, seulement 3 de fortes activités et 8% des femmes seulement pratiquent le sport et une femme sur 5 ne pratique aucune activité sportive. Ça reflète encore et ça appuie ce qui a été dans le rapport de tout à l'heure. Ces équivalents métaboliques, par ailleurs, dans une autre étude publiée en 2008, ont montré le lien entre équivalent métabolique et la mortalité. Plus l'activité est grande, et l'effort est grand,
plus on s'éloigne de la mortalité, plus on survit, si vous voulez. D'où l'importance de l'activité physique. Importance qui a attiré l'attention des organisations internationales. Et déjà en 2003, si vous vous rappelez, il y avait des groupes de 30 experts qui ont mis l'accent sur l'activité journalière, etc. Et depuis en 2005, les États-Unis, le département de l'agriculture qui était à l'origine de la pyramide classique que vous connaissez avec des barrettes comme ça horizontales, maintenant ils ont remplacé celui-là avec le petit bonhomme qui marche sur les escaliers. Ça veut dire que l'activité physique doit être là. Aussi dans d'autres pays on a adopté des pyramides alimentaires, mais avec à côté toujours l'activité physique qu'on rajoute maintenant. L'activité physique dans les objectifs du millénaire pour le développement que nous allons stopper et quitter cette année 2015, ils ont été là, ils ont été dans l'objectif 8, l'activité physique et l'activité sportive. Dans l'objectif 8 qui dit qu'il faut mettre un partenariat mondial pour le développement, et ils ont vu que le secrétaire général des Nations Unies a mis l'accent sur le développement de la paix entre les pays à travers le sport et l'activité physique. Qu'en est-il pour le post-2015 maintenant, les objectifs de développement durable pour le développement durable, ODD, c'est aussi, on va dire qu'il a été omis, l'activité physique, elle a été omise et n'a pas été tenue en compte, mais finalement il y avait un gain de cause parce qu'il y a, selon ces rapports que vous voyez là, des fédérations, il y a des pays qui se sont soulevés pour dire que l'activité physique et le sport doivent faire partie aussi des objectifs pour le développement durable, qui va commencer bien sûr post-2015. C'est noté là. L'importance de l'activité physique aussi se manifeste par le fait que l'inactivité physique va causer un désordre dans la balance énergétique, elle va la rendre positive et donc elle va entraîner le surpoids, l'obésité et aussi les maladies non transmissibles. Ça a été dit, prouvé par plusieurs études. Je reprends ici ce diagramme de l'OMS qui dit que voilà, l'activité physique, elle est là. Il y a d'autres, on va dire, des stations de la dépense énergétique, mais quand même, il y a aussi les macronutriments, surtout ces lipides. Et quand on a une alimentation très surchargée en énergie, vous voyez, il y a là la balance qui va tourner vers ce côté, c'est-à-dire vers le côté gain de poids. Et cette balance aussi, il ne faut pas oublier l'influence des facteurs génétiques aussi. L'hérédité est là, et tout un ensemble de facteurs que l'on aura l'occasion de voir. Lipides, c'est quoi? Les lipides par rapport aux glucides et protéines, ce sont les plus méchants concernant l'obésité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une faible capacité à rassasier, ils ont une faible capacité à supprimer la faim, et puis ils sont stockés à une capacité élevée de stockage, et surtout une voie métabolique pour transférer à d'autres compartiments qui est faible, qui n'est pas là du tout. Donc ils stockent, et on stocke sous forme de lipides. Chose que l'on va revoir dans ce diagramme toujours de l'OMS en 2003 dans un rapport que j'aime beaucoup parce qu'il est très explicatif concernant l'obésité. Regardez, on est dans un équilibre. Puis quand on a un certain apport qui dépasse les normes, regardez, on a une entrée qui dépasse. Il y a un déséquilibre, on va augmenter un petit peu dans les compartiments corporels, mais quand même, on a tendance à reprendre un autre équilibre nouveau, et donc on se remettra à un nouvel équilibre, et c'est ce nouvel équilibre, ce n'est rien que la masse grasse qui s'est chargée en nous. Je ne vous apprends rien, vous savez tout ça, mais il vaut mieux passer par certaines choses pour aboutir à une conclusion. Ça veut dire quoi? Qu'en plus de ça, nous avons un environnement obésogène. À l'échelle individuelle, on a plus de dépenses. Regardez les fast-foods, regardez ce qu'on mange, etc. À l'échelle du travail, et à l'école, les enfants, il y a tout dispose et prédispose à l'obésité. La même chose à l'échelle communautaire, j'en passe. Et aussi, on a des choses qui nous viennent de l'étranger. On a la globalisation des marchés, de l'agro-industrie, on a le développement, etc. Tout ça, donc, vous le connaissez, peut-être je l'ai exposé une ou deux fois devant vous. L'inactivité physique, donc, c'est un problème environnemental, obésogène, avant de parler de toute autre chose, et on va parler de l'activité physique. Activité physique, donc, quand elle n'est pas, il n'y a pas d'activité, il y a obésité, il y a les maladies non transmissibles. Alors, maintenant, de plus en plus d'études montrent que quand l'obésité s'installe, et chez les individus, dans une population et à l'échelle d'une nation, il y a maintenant
des interactions entre environnement et gène, et il y a l'aspect génétique maintenant qui va s'ancrer. Et quand il s'ancre en nous, ça veut dire que dans la descendance, et après, l'obésité serait quelque chose d'inévitable. Ça va s'aggraver après sa constitution primaire, et les maladies chroniques vont apparaître. Et même si on fait des interventions, que ce soit par chirurgie, que ce soit par régime et tout, ça peut reprendre par la suite. La question qui m'a été posée, activité physique ou sportive. En fait, pour répondre, on va voir les différents postes de dépenses énergétiques. Normalement, il y a le métabolisme de repos que nous avons, inévitable, le corps doit battre, les poumons doivent travailler, etc. Il y a la thermogénèse postprandiale, ça dépend de ce que nous avons mangé et tout. Mais là où l'on peut agir quand même, c'est au niveau de l'activité physique, pour réduire notre obésité ou garder un rythme, etc. Donc, avant tout, définir l'activité physique, tout simplement, toutes les définitions qui reviennent dans la bibliographie. L'activité physique, c'est tout mouvement corporel associé à une contraction musculaire, entraînant une augmentation du métabolisme énergétique de base. Donc, l'activité physique. Et il peut être des loisirs, des sports, comme il peut être toutes les choses quotidiennes, comme tâches ménagères, comme profession, comme marche rapide, comme travail de métier de bâtiment, etc. Alors que le sport ou l'activité physique, ou le sport, l'activité sportive, pardon, c'est un sous-ensemble des activités physiques, tout simplement, en ce sens qu'ils ont un objectif de compétitivité pour gagner, ils sont codés, ils sont uniformisés, qui suivent une législation, et ils sont institutionnalisés sous forme de fédérations, de groupes, etc., etc. Mais tous, c'est la même chose. Donc l'activité physique englobe tout. Si je reviens donc à mon schéma ou bien à mon diagramme de l'OMS en 2003, c'est les masses grasses. La masse grasse qu'on a gagnée quand on est inactif. Et quand on gagne la masse grasse, même si l'on fait une activité physique moyenne ou modérée, on maintient le nouvel équilibre que vous avez vu là. Donc on reste là. Non, notre objectif c'est de revenir à notre équilibre d'origine, original. Alors, activité physique doit être donc passée à l'autre étape, c'est l'activité d'endurance. Il faut donc faire travailler les muscles, il faut un petit peu faire battre le corps, il faut que l'activité respiratoire augmente, il faudrait un peu suer pour sentir qu'on fait quelque chose d'endurance. Et donc, on doit rééquilibrer notre vie vers un nouvel état qui est meilleur. Et ça n'a pas été dit par moi, mais dit aussi par l'OMS, qui dit qu'une vie active est une vie rééquilibrée sur le plan de dépenses physiques. Donc il n'est jamais trop tard, même si on a pris un petit peu de poids, on peut retourner en arrière. Et pour les décideurs politiques, l'OMS a fait ce rapport et ses recommandations qui vont parler bien sûr des relations dose à effet concernant bien sûr l'activité physique, sa fréquence, son intensité, etc. Et aussi pour combattre et prévenir les maladies non transmissibles. Alors là, les recommandations, c'est quoi? D'abord, l'activité physique d'après l'OMS. Là, je parle toujours du rapport, c'est des choses que j'ai pris du rapport. C'est l'activité physique pour les enfants, il englobe les jeux et le reste. Le reste, bien sûr, avec les adultes, qui y a comme loisirs, déplacements, marche à vélo, activité professionnelle, tâches ménagères, et tout ça dans un contexte soit de famille, soit individuel, soit communautaire, soit à l'école. Et l'objectif, c'est améliorer leur endurance cardio-respiratoire, leur état musculaire et osseux. Bien sûr, l'os, il faut le solliciter pour qu'il s'endurcisse, pour qu'il continue son travail pour ne pas tomber dans l'ostéoporose, réduire le risque des maladies non transmissibles, réduire la dépression, la détérioration, etc. C'est-à-dire la détérioration des activités cognitives, etc. Bien, selon le même rapport, pour les 5 à 17 ans, il faudrait au moins accumuler 60 minutes d'activité par jour, et qui n'est pas obligatoire d'être continu, mais ça peut être distendu sur toute la journée. On peut même aller jusqu'à 90 minutes par jour, mais quand même, il faudrait avoir essentiellement une activité d'endurance. Quand je dis d'endurance, c'est pour réduire la masse grasse, parce que sinon, la masse grasse restera là. Et d'endurance, ça veut dire que le cœur doit battre, que la sueur, que les poumons doivent, la respiration doit augmenter, etc. Et il faudrait donc incorporer cette endurance au moins 3 fois par semaine, selon le rapport OMS pour les enfants de 5 à 17 ans. Pour les adultes, c'est 18 à 64 ans, ça dépend bien sûr des pays, chez nous peut-être c'est moins de 60 ans, si on veut parler des personnes âgées, c'est 150 à 152 minutes par semaine, et dans 75 activités d'endurance un peu fortes.
Et on peut aller jusqu'à 300 minutes par semaine d'endurance, avec bien sûr des périodes de 10 minutes par jour, si vous voulez, c'est progressivement. Et tout ça, au moins 2 fois par semaine, il faudrait renforcer les muscles avec des activités encore beaucoup plus dures. Pour les plus de 65 ans, et alors là, on sait qu'à un certain moment, les personnes âgées ne peuvent plus être mobiles, mais il faut qu'ils fassent un petit peu d'effort pour faire fonctionner leurs organes, leurs muscles, etc. Mais sinon, pour le reste, c'est un peu comme les adultes, il faudrait 150 minutes avec 75 d'endurance et aller avec un objectif d'aller jusqu'à 30 minutes. Alors, activité physique et santé, si on veut perdre 1000 calories, ça c'est dans un autre rapport, en 40 minutes, on peut faire la marche, regardez ce qu'on peut perdre, jogging, natation, gymnastique, tennis, etc. Si on veut perdre 2000, hein, ça me fera long. Et puis, ce que j'ai aimé dans ce tableau, c'est que si on veut faire rien que la marche, parce qu'on conseille la marche, d'accord, parce qu'il faut de temps en temps se reposer, ne pas faire d'endurance, mais on peut faire la marche aussi, et cette marche doit être fréquente, tous les jours, assidue, on doit être assidu, une bonne pratique à prendre, parce que il vous est arrivé tous de faire de l'activité physique, mais si vous vous arrêtez une semaine, ça y est, vous oubliez. Reprendre, c'est un peu très difficile. Donc il faut être assidu, il faut l'intensité, une bonne allure, donc il faut à chaque fois augmenter pour avoir une bonne marche, c'est-à-dire dépenser. Le temps, juste 30 minutes, mais qui est répété chaque jour, une fois par jour. Progressivité, il faudrait donc aller avec une progression dans les étapes. Alternance, de temps en temps, reposez-vous, hein, parce que pour ne pas, même psychiquement, c'est bien pour la personne. Et une spécificité, opter pour la marche santé, c'est-à-dire qu'il faudrait adopter un programme personnalisé pour eux. Alors, si vous prenez les premières lettres, vous allez voir que ce qui va apparaître, c'est faire un pas. Ça, c'est connu maintenant, c'est plus pédagogique, moi je dirais, quand on s'adresse à une population ou à une population d'enfants ou de personnes âgées, etc. Alors maintenant, le projet que nous avons réalisé au niveau du Maroc et de la Tunisie, je vais un peu le survoler, je crois que monsieur le modérateur... Vous avez 10 minutes. 10 minutes, vous avez commencé à moi, maintenant c'est ça. Je plaisante. Dans 10 minutes, j'aurai terminé, Inch'Allah. Alors, au Maroc, Tunisie, comme j'ai dit, il y avait des partenaires dans tous les pays, d'autres ministères, santé, agriculture, etc., etc. Et rien que dans cette salle, il y a M. Gemati qui a travaillé avec nous dans le projet, il y a le professeur Ftah Drouish qui était une grande partie prenante dans le projet, qui était très actif. Et le projet, j'ai mis 2 ici parce que c'est le deuxième volet du grand projet maroco-tunisien. Bien sûr avec nos collègues français, anglais, etc. Là, vous pouvez voir l'université, la faculté des sciences de Casablanca. La méthode qui a été utilisée, c'était multicritériat MEPIN. MEPIN, ça vous révèle quelque chose, c'est la cartographie. Donc nous, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des décideurs. Rappelez-vous le rapport de l'OMS tout à l'heure, c'était adressé aux décideurs. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent, nos décideurs? Depuis le ministre de Habous, passons par le ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, l'Agriculture, les autres organisations privées, publiques, le ministère de la Santé, de l'enseignement, etc. Voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent si on veut faire, ce sont les acteurs clés bien sûr, si on veut faire des stratégies de prévention de l'obésité. Et c'est un projet qui a été inspiré de ce projet qui s'appelle PORGROW. Et ce projet, c'est quelque chose qui a été fait en Europe, auprès de 9 pays européens, la Suisse, la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Et j'en passe. Et on s'est inspiré de ce projet. Là, j'ai résumé au fait, il fallait que je fasse étape par étape. On prend 12 options. Aux 12 options, je l'ai dit d'emblée, par exemple l'étiquetage nutritionnel, introduire la nutrition dans le cursus scolaire. Les politiques agricoles doivent marcher de pair avec les politiques santé pour avoir une bonne santé. La publicité, la vente des produits devant les lycées, collèges, etc. L'agro-industrie, qu'est-ce qu'ils font comme additifs, comme sel, comme plein d'options. Nous,
Pour l'obésité et l'activité physique, on s'est limité à 3, mais là, il y en a 12. Moi, je vais vous exposer seulement les 3. Alors, on se met devant l'acteur clé, directeur, ministre, etc. Avec un ordinateur, on commence à lui poser les 12 options. Et pour chaque option, on s'attarde une demi-heure, une heure, ça dépend de lui, et on essaie de capter chez lui des critères, c'est-à-dire des mots qui sortent. Par exemple, il va dire, oui, on peut réaliser des terrains, mais c'est coûteux pour le gouvernement. C'est pas faisable parce qu'il n'y a pas ceci, parce que les autres ministères... Et nous, on capte ces clés, c'est des termes clés, c'est des critères, et on essaie à chaque fois d'enregistrer avec lui, et lui, il voit ses réponses sur un écran. Là, je suis en train de courir très vite, rien que ça mérite une après-midi pour être détaillé. Alors, et puis, il revoit les diagrammes qui apparaissent sur l'écran, et on lui dit, vous, monsieur, vous pensez comme ça. Il vous dit, non, moi, je ne pense pas comme ça. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous lui dites, et alors, pondérez, vous avez des curseurs, comme la radio que vous avez chez vous, et dans ces curseurs, vous allez jouer sur le critère 1, le critère 2, le critère 3, il va revoir les barrettes se reconstituer autrement. À un certain moment, il vous dira, moi, je pense comme ça, c'est comme ça que je pense. Et voilà, on quitte la personne après 2 heures à 3 heures d'interview et on va aller voir quelqu'un d'autre qu'on a préparé 2 ans, parce que c'est pas facile, 2 ans, une année à l'avance, etc. Et finalement, bon, pour aller, pour brûler les étapes, il y a une publication qui a été faite dans ce sens et d'autres, et avec nos collègues les Tunisiens, et en cours maintenant, on est en train de publier, vous pouvez voir notre ami ici. Et les autres collègues, quand même, de la Tunisie, de l'Angleterre, etc. Vu l'ensemble de l'étude, ce sont 12 options, comme je vous ai dit, de la politique publique. Mais au départ, on est parti de 35 options. On a travaillé presque 2 à 3 années de réunions pour limiter les options, pour ne pas faire beaucoup. Et puis, les personnes interviewées, c'était 37 personnes de tous les secteurs, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. On a rassemblé ici les 12 options par catégorie. Moi, je vous invite à voir seulement la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la catégorie action visant à favoriser l'activité physique. D'abord, il y a une première option qui est équipement collectif de sport et de loisirs, politique d'aménagement et de transport, activité physique à l'école. Ça, ce sont les 3. Et puis, on a d'autres que je vais dire vite fait. Celle-là qui porte sur l'éducation. Formation du professionnel de la santé, éducation pour la santé et nutrition dans le cursus scolaire. Les autres, ce n'est pas la peine d'en parler maintenant, on en parle quand il le faut. Alors, je reviens sur ces 3. Regardez, par exemple, améliorer la disponibilité, l'accès et l'utilisation des équipements de sport et de loisirs. C'est-à-dire, vous êtes dans un lycée, vous êtes dans la rue, vous avez une équipe, vous avez un lieu, infrastructure. Vous allez entrer, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour faire. Donc il faut mettre à disposition des gens. Heureusement, maintenant, je suis en train de voir sur Rabat, sur la côte, la corniche, il y a plein de terrains qui se font. Il y a des pistes cyclables qui se font maintenant. Ça, c'est un encouragement pour l'activité physique. À Casablanca, les Casablancais doivent le savoir. Maintenant, la corniche, ça a été aménagé pour accueillir la population et faire de l'activité physique. Aussi promouvoir l'activité physique par des changements des politiques d'aménagement et de transport. Ça rejoint ce que je viens de dire maintenant, pistes cyclables, terrains, etc., etc. Troisième option, c'est renforcer l'intégration de l'activité physique à l'école. C'est-à-dire, au lieu de se contenter de ce qu'on fait maintenant à l'école, 1 heure, il faut élargir quand même. 1 heure, ce n'est pas suffisant. Surtout que l'enfant sort de la physique ou des mathématiques pour entrer après à l'histoire-géographie alors qu'il suit, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a rien. 1 heure, ce n'est pas suffisant. D'autant plus que l'éventail, il est très faible. C'est-à-dire seulement le handball ou le volleyball où il n'y a rien, il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas de natation, il n'y a pas de danse, il n'y a rien. Pensez à ça quand même. C'est ça ce qu'il faut faire dans les stratégies. Et alors les ministères qui ont été, vous pouvez le voir au Maroc et en Tunisie, qui ont été interviewés, mais aussi l'agro-industrie, avec toutes ses composantes, les professionnels de santé, les docteurs, les infirmiers, les nutritionnistes, diététiciens, etc., l'éducation et le secteur, on a interviewé tout au Maroc et en Tunisie. Les médias aussi, et puis aussi les organisations non gouvernementales, mais aussi les partenaires multilatéraux comme l'OMS, l'UNICEF, etc.
Alors là, je passe vite les catégories de critères qui sont sortis, par exemple le coût, acceptabilité sociale, faisabilité, bénéfice pour la société, et ils ont été catégorisés. Les termes faisabilité est sorti beaucoup en Tunisie, ce que vous voyez en jaune, et en rouge au Maroc. Puis le coût, beaucoup plus les Marocains ont ressorti le coût. La faisabilité, c'est-à-dire l'efficacité, a été ressortie beaucoup par les Tunisiens. L'acceptance sociale, etc. Bien, les résultats, je suis presque à la fin. Résultats, vous pouvez voir en vert. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en vert, c'est les activités physiques. Et en noir, c'est les activités relatives à l'éducation. Regardez ce que vous voyez là. C'est activité physique à l'école. Tout le monde était d'accord. Même les industriels, même les médias, même les autres ministères et tout. L'école, apprendre à l'école. Pas seulement l'école, mais les formations, les professionnels de santé, éducation pour la santé, etc. Alors je vous explique vite fait, plus la barre est à droite, plus elle a une performance élevée. C'est-à-dire plus cette option stratégique a une performance élevée. Plus elle est à la gauche, ou rejetée comme celle-là à la gauche, plus elle n'est pas performante. D'autant plus si elle est vraiment à la gauche, ça veut dire, on pourra dire, les politiques agricoles, si elles étaient là, on va les rejeter. On va jamais parler au Maroc de politique agricole et santé, parce que personne ne les accepte dans la cartographie de nos décideurs. Mais ce qui s'est ressorti, c'est que l'activité physique à l'école revenait souvent chez les industriels, chez les agro-industries, chez les médias, etc. Et puis tout ce qui est formation. Voilà. Alors, deuxième chose, si on classe par les options des interviewés, alors les interviewés, vous regardez, on a là des catégories, mais là on a, c'est-à-dire toutes les options. Les premières qui sortent et qui sont à droite, ce sont tout ce qui se passe à l'école d'abord. Et là, l'activité physique en fait partie. Seulement une option, cette option qui est activité physique à l'école. Mais regardez l'équipement collectif de sport, parce qu'il y a en dessous le prix, les terrains, les ministères, les réunions, donc ça laisse un peu de pessimisme, parce que ces barres, elles expriment l'optimisme et le pessimisme. Plus on est large, plus il y a un peu aussi de pessimisme. Plus on est à la gauche, plus il y a beaucoup de pessimisme. Alors, regardez cette politique d'aménagement et de transport, elle est restée à la gauche. À la gauche, pourquoi? Parce que difficile d'imaginer le transport, politique d'aménagement avec l'activité physique et la santé de l'homme. Alors maintenant, si je m'amuse à voir un peu tous les secteurs qui ont été interviewés, et on va voir que toujours ce qui est en noir, avec cette barrette que nous avons en vert, qui sont toujours les premières et à droite. À droite, c'est-à-dire stratégie, options stratégiques performantes. Ils sont toujours les premières et à droite, alors que les restes sont un peu vers... Alors maintenant, je vais, au lieu d'aller par la première option qui est cursus à l'école, puis la deuxième et j'arrive là, moi j'ai choisi seulement mes trois options, et vous allez regarder avec moi les fléchettes qui vont apparaître. Activité physique à l'école, elle est très tolérée par le gouvernement, très tolérée par les professionnels de santé, par les organisations non gouvernementales, les associations, par les médias, par l'OMS et l'UNICEF. Maintenant, équipement collectif, regardez, c'est un petit peu toléré, d'accord, mais pas beaucoup. Politique d'aménagement et de transport, là aussi, n'est pas vraiment très, mais ça reste toujours des options qui sont acceptables. Alors, pour conclure, j'ai mis en haut notre vision et la cartographie de nos décideurs marocains, et en bas, la cartographie des décideurs des Tunisiens. Première des choses que vous devez remarquer avec moi, c'est que chez nous, les barrettes sont assez larges. Et chez eux, les barrettes ne sont pas larges. Ils sont très... Ça veut dire que chez eux quand ils tranchent. Ils n'ont pas de doute sur ce qu'ils disent. Nous, on est toujours, ah oui, on peut faire ça, mais attendez, il y a les réunions, il y a le coût pour le gouvernement, le coût pour le reste, il y a ceci. Donc il y a un certain pessimisme mêlé à notre vision optimiste. C'est pour cela que nos barrettes chez nous, les Marocains, sont très très larges, alors que chez eux, elles sont très... Ça veut dire quoi? Comme conclusion, si on veut faire quelque chose, même dans le sens de l'activité physique, il faut passer par l'école et par l'enfant. Parce que tout ce qu'on leur apprend, ça reste pendant toute leur vie. Et puis, il faudrait
faire des stratégies pas à n'importe comment. Les stratégies doivent être basées sur des données scientifiques et des travaux scientifiques comme il se doit et comme maintenant ce qui se fait partout dans le monde. On se réunit, on dépose des options stratégiques, on les discute et on discute leur faisabilité. D'accord? Donc là aussi, dans le domaine de l'activité sportive, nous avons une stratégie marocaine pour la nutrition établie par le ministère de la Santé, avec des axes, etc. Elle a été dit tout à l'heure par Mme Achraï. Mais dedans, il y a aussi des axes réservés à l'activité physique qu'il faudrait reprendre, mais avec des bases scientifiques maintenant, avec une vision de très proche pour la population, et bien sûr, sur des évidences scientifiques. Merci pour votre Le rôle et l'importance de l'activité physique, notamment pour la prévention de l'obésité et des complications qui représentent un terrain glissant par rapport aux sociétés émergentes. Donc, j'invite nos conférenciers à prendre vos questions. Peut-être qu'on va prendre une ou deux questions pour chacun d'entre eux, parce qu'il y a les signes de fatigue qui commencent à apparaître. On va pour l'audience qui souhaiterait éventuellement poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai juste surtout que vous avez été limité dans votre temps, et demander à Mme Becker, est-ce qu'ils ont eu déjà l'occasion de réaliser des partenariats ou des collaborations entre leurs réseaux en France et dans d'autres pays? Une excellente idée en tout cas, si la Madiette est partante, de faire quelque chose avec le Maroc, puisqu'on se base sur l'expérience des uns pour apporter aux autres et travailler de concert, donc ce serait une excellente idée de partenariat. Mais il ne me semble pas que ça soit déjà fait actuellement. Et pour la société Biocop, alors je voudrais juste avoir plus de précision sur l'intérêt qu'aurait un produit comme vous avez présenté, surtout qu'il y a une multitude de principes actifs vu qu'il y a des plantes et des probiotiques. Sachant que les probiotiques, il y a déjà des milliers et des milliers de souches différentes. Les souches que vous avez choisies, est-ce qu'ils ont une compatibilité avec les plantes? Est-ce qu'il y a... C'est pour ça que, est-ce que l'association des plantes et des probiotiques dans un produit apporte plus d'intérêt que les probiotiques tout seuls? Merci. Merci pour votre question. Allô? Oui? Vous entendez? Le probiotique, les souches ont été bien étudiées. Donc, comme vous remarquez chez Actidigest, il y a l'association de Lactobacillus. Donc, c'est les souches qui ont fait sujet à des études. Donc, le Lactobacillus rhamnosus et le Lactobacillus acidophilus. Donc, qui ont prouvé leur efficacité, que ce soit dans la tolérance au lactose ou dans les diarrhées. Donc, il y a plusieurs essais concernant ces souches bactériennes. Et puis, la variété, ça a été traité même ce matin. Donc, le fait d'avoir la variété des souches, c'est pas comme avoir une seule souche. Donc là, l'importance de la variété. Et puis, la compatibilité entre les composants, c'est bien étudié aussi. Donc là, concernant la stabilité du comprimé, le lyophilisat, parce que là, il ne s'agit pas de probiotiques qui sont vivants, mais là, c'est lyophilisé. Donc, une fois dans le tube digestif, ils reprennent, donc ils reprennent la vie, font leur action, et ils partent. Donc, ils ne colonisent pas le tube digestif. Là, c'est l'importance de probiotiques apportés par Actidigest.
Et puis il y a la question aussi que vous aviez posée ce matin concernant l'intérêt ou pertinence de compléments alimentaires. Donc déjà par définition le complément alimentaire, je n'ai pas la boîte ici de notre produit. Le complément alimentaire ne remplace en aucun cas une alimentation. Si, il est dans votre... voilà. Donc vous avez la photo d'ActiDigest dans les blocs-notes.